Mercredi 5 janvier, Madame, Monsieur, bonjour. Tout de suite, les titres de ce journal. Soudan, le pays dans une impasse politique après la démission de Abdallah Hamdouk. Washington et l'Union européenne exhortent l'armée à ne pas nommer un Premier ministre unilatéralement. Santé, aux États-Unis, plus d'1 million de contaminations Covid-19 enregistrées en 24 heures. Le reste des continents n'est pas épargné. Kazakhstan, le gouvernement limogé par le président ce matin en réponse aux manifestations contre la hausse des prix du gaz qui agitent le pays depuis dimanche. Sport, football, l'Algérie face au Ghana ce soir à 17h en amical. Un dernier test avant la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et on entame donc ce journal avec le Soudan qui se trouve dans une impasse politique après la démission dimanche du Premier ministre Abdallah Hamdouk. Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Abou El-Reit, déclare respecter la décision du Premier ministre soudanais de quitter son poste. Le secrétaire général appelle à engager le dialogue pour le bien du Soudan. La démission de Abdallah Hamdouk est survenue au lendemain d'une nouvelle journée de manifestation dans la capitale soudanaise, Khartoum. Et toujours concernant la situation au Soudan, après une nouvelle journée de manifestation contre le régime militaire, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège ont exhorté les militaires soudanais à ne pas nommer unilatéralement un Premier ministre en remplacement du civil, Abdallah Hamdouk. Hier, ils étaient plusieurs milliers à battre le pavé dans la capitale. Les manifestants réclament la dissolution du Conseil souverain dirigé par le chef de l'armée, le général Abdullah Fattah el-Burhan. Et suite à la proposition du Mali d'une prorogation de la période de transition de 5 ans, la CEDEAO avait annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire sur le Mali qui se tiendra dimanche 9 janvier à Accra, capitale du Ghana. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a par ailleurs invité le médiateur pour le Mali à se rendre à Bamako aujourd'hui. Nous reviendrons sur ce sujet plus en détail dans nos prochaines éditions. Et on va à présent parler des travaux du dialogue national au Tchad, prévu le 15 février. Un dialogue annoncé il y a quelques jours par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby. Plusieurs questions planent depuis cette annonce auprès de la population tchadienne qui voit déjà les influences des officines des grandes puissances et le maintien de Mahamat Idriss Déby au pouvoir. Plus de détails avec Tininan Makassi. C'est le 15 février prochain que commenceront au Tchad les travaux du dialogue national annoncés il y a quelques jours par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, avec pour objectif ultime l'adoption d'une nouvelle constitution et l'organisation de 2 échéances électorales, à savoir présidentielle et législative. Mais ces promesses et le format de ce dernier poussent les Tchadiens à se poser des questions. Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, opte pour un dialogue national inclusif au lieu d'une conférence nationale souveraine inclusive. Et d'une vue panoramique, le choix du dialogue national inclusif cache des intentions réelles de Mahamat Kaka de conserver le pouvoir à la fin de la transition. En plus du format et de la forme, les Tchadiens s'inquiètent aussi des aptitudes politiques du jeune Mahamat Idriss Déby, et ce, en dépit du statu quo international en sa faveur. D'ailleurs, des interrogations demeurent entières sur la capacité du jeune Mahamat Idriss Déby Itno à diriger, qui demeure un sujet d'inquiétude persistant vu ses récentes tribulations diplomatiques. En dépit de tout cela, poussé par le fantasme allumé par ses lubies et les forces obscurantistes du statu quo qui désormais l'entourent, le président du CMT a pris le goût des lambris dorés du palais et des privilèges qui vont avec. D'autres points noirs viennent semer le doute autour de ce rendez-vous, qui se veut un nouveau départ pour le Tchad, notamment l'influence des puissances étrangères sur les politiques internes du pays. D'aucuns estiment que les résolutions du dialogue national inclusif futur seront à l'image de celles de forums nationaux inclusifs passés et préfabriqués dans des officines étrangères obscures avant d'être juste adoptées en plénière.
Pour rappel, la première étape s'est tenue en novembre dernier. Pendant plus de 2 semaines, plusieurs équipes du comité d'organisation du dialogue ont été dépêchées dans les provinces et à l'extérieur du pays, en vue de recueillir l'avis des Tchadiens sur ce rendez-vous qui se veut historique. Et concernant la normalisation touristique du régime du Marzen avec l'entité sioniste, les déclarations de Abdessamad Fethi, vous pouvez les voir s'afficher sur vos écrans. Il a estimé que cette normalisation constituait la voie que les sionistes ont choisi d'emprunter pour conquérir le royaume, affirmant qu'il serait illusoire de croire que leur présence se limitera au secteur touristique. Abdessamad Fethi, qui est, je le rappelle, le président de l'Organisation marocaine de soutien aux causes de la nation et vice-coordonnateur du Front marocain de soutien à la Palestine. Et le rapport de la Banque mondiale sur l'Algérie qui aurait été réalisé sur orientation du palais royal marocain. Farid Belhadj, ancien chef du cabinet du président de la Banque mondiale et ami proche du prince du Maroc, en serait à l'origine. En Tunisie, une patrouille sécuritaire a été la cible d'une attaque terroriste. Il s'agit d'une attaque à l'arme blanche perpétrée par un individu qui a reconnu être un adepte d'une organisation terroriste interdite en Tunisie, d'après les autorités sécuritaires tunisiennes. Selon le substitut du procureur de la République et porte-parole officiel du tribunal de première instance de Kabylie, l'élément terroriste a indiqué que l'organisation projetait de cibler des personnalités et des dirigeants politiques, dont le président de la République Kais Saïed, lors de ses déplacements et visites sur le terrain. Tunisie toujours, où le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail a déclaré que les Tunisiens ne maîtrisent pas tous la technologie. Il faisait référence à la participation des citoyens à la consultation nationale en ligne via une plateforme électronique. D'après l'UGTT, la consultation en ligne n'est pas efficace et ne peut se substituer au dialogue. Une consultation populaire en ligne, une plateforme électronique donc, a été lancée à titre expérimental samedi et débutera officiellement à la mi-janvier pour recueillir les suggestions et opinions des Tunisiens sur des questions politiques, sociales, économiques et culturelles. Et au sud du continent, un suspect a été présenté devant les juridictions dans l'affaire de l'incendie du Parlement sud-africain. Il s'agit de Zandile Maf, 49 ans. Son avocate a nié les accusations portées contre son client, selon lesquelles il aurait eu une liaison avec l'incendie. Selon elle, il est impossible pour son client, un sans-abri, de pouvoir pénétrer dans le bâtiment du Parlement et savoir les points clés à brûler. Le juge a ajourné l'audience pour examiner d'autres éléments de preuve. Et dans le dossier santé Covid-19, l'Algérie a enregistré 421 nouveaux cas de contamination, 5 cas de décès à cause de complications liées au virus, ainsi que 266 nouvelles guérisons. Il s'agit là du bilan pour les dernières 24 heures. Et en Côte d'Ivoire, les autorités confirment la présence du variant Omicron. Le pays connaît depuis 2 semaines une explosion du nombre de cas de Covid, 15 000 cas en décembre, avec un pic record à 2 500 cas par jour pour la journée du 31. Côté vaccination, le pays dépasse à peine les 2 millions de personnes totalement vaccinées et 7 millions de doses administrées, loin de l'objectif affiché d'une vaccination de 70% de sa population. Et aux États-Unis, les cas de Covid-19 explosent. Plus d'1 million de contaminations ont été enregistrées en 24 heures. Face à cette hausse impressionnante des contaminations, le gouvernement américain parle de montée en flèche, un pic qui devrait durer encore quelques semaines. Les détails avec Neyla Hamouda. Les États-Unis ouvrent l'année 2022 avec un nouveau record de contamination de Covid-19. Plus d'1 million de cas de Covid recensés en une seule journée. Un chiffre jamais atteint depuis le début de la pandémie dans le monde. Des chiffres boostés par le variant Omicron
qui représente 59% des nouveaux cas dans le pays. Les autorités américaines ont autorisé le rappel vaccinal pour les enfants de 12-15 ans et réduit de 6 à 5 mois le délai avant l'injection de la 3e dose pour toutes les tranches d'âge. Mais des milliers d'Américains n'ont reçu aucune dose de vaccin. Nouveau record en France, plus de 270 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, ce qui en fait actuellement le pays européen le plus touché par l'épidémie avec le Royaume-Uni. Cette 5e vague n'a toujours pas atteint son pic et a vu en une semaine sa courbe grimper en flèche sous l'effet du variant Omicron. Le nombre de contaminations dues au variant Omicron explose au Royaume-Uni. Plus de 200 000 cas ont été recensés en 24 heures. Boris Johnson estime que des restrictions supplémentaires ne devrait pas être nécessaire. L'Argentine connaît elle aussi une hausse spectaculaire du nombre de personnes positives au Covid-19. Pas moins de 81 000 nouveaux cas recensés mardi, près du double de la veille. Pour rappel, l'Argentine, comme d'autres pays, a réduit la semaine dernière la durée de la quarantaine pour les positifs au Covid de 10 à 7 jours, pour tenter de minimiser l'impact sur l'activité économique. Un mois avant le coup d'envoi des JO d'hiver, la Chine garde plus que jamais le cap de sa politique zéro Covid. Toutes les installations autour des Jeux olympiques d'hiver de Pékin sont mises dans une bulle sanitaire. Elle va permettre d'éviter tout contact entre les 3000 athlètes et la population locale. À l'intérieur de cette boule fermée, des mesures sanitaires strictes vont être mises en place. Et puis cette annonce de l'Organisation mondiale de la santé, la multiplication des cas d'Omicron dans le monde pourrait accroître le risque d'apparition d'un nouveau variant plus dangereux du Covid-19. Si au niveau individuel, le risque d'hospitalisation est probablement moindre avec le variant Omicron qu'avec Delta dans l'ensemble, Omicron pourrait constituer une menace plus importante en raison du nombre de cas, toujours d'après l'OMS. On va à présent parler de cette affaire d'écoute téléphonique en Pologne. Au moins un membre de l'opposition, un avocat et une procureure auraient été espionnés à l'aide du logiciel Pegasus. Le chef de l'opposition Donald Tusk accuse le gouvernement conservateur d'en être à l'origine. Le Premier ministre rejette les accusations d'espionnage. Le fabricant sioniste du logiciel Pegasus affirme pourtant qu'il ne vend son produit qu'à des gouvernements et à leurs services de renseignement. On va rester en Europe. 28 000, c'est le nombre de personnes qui ont traversé la Manche en 2021, un chiffre qui a triplé par rapport à l'année précédente. Ce phénomène qui est devenu source de tensions diplomatiques entre le Royaume-Uni et la France. Les détails avec Amine Touta. Un chiffre inédit du phénomène d'immigration illégale pour l'année 2021. Entre la côte britannique et française, 28 395 personnes ont traversé la Manche selon le ministère de l'Intérieur britannique, soit le triple de l'année 2020. Une tragédie qui s'est amplifiée depuis plus de 3 ans après la décision de boucler le port de Calais et l'Eurotunnel afin de décourager les candidats à l'immigration. Mais le nombre n'a fait qu'augmenter. Et aux côtés des chiffres alarmants, des tensions diplomatiques se sont déclenchées entre Paris et Londres en raison de la gestion de la crise. La France reprochait au Royaume-Uni d'avoir un marché attractif pour les migrants, ce qui a transformé les côtes françaises nordiques en un passage de transit. De son côté, le Downing Street travaille sur un projet de loi qui vise à renvoyer les illégaux dans les pays par lesquels ils ont transité, ainsi que la sanction des réseaux de passeurs. Au péril de leur vie et en dépit des dangers, les candidats effectuent généralement la traversée dans des embarcations de fortune, peu équipées et dans des conditions climatiques défavorables. Rien que pour le mois de novembre, plus de 6 000 personnes ont effectué la traversée. Au même mois, 27 personnes sont décédées après le naufrage de leur bateau. Ils étaient pour la plupart des Irakiens et parmi les victimes se trouvaient un enfant et 7 femmes. Et en Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan s'est exprimé hier sur la situation économique et sanitaire dans le pays. Erdogan a déclaré que malgré l'épidémie de la Covid-19 et la crise économique, la Turquie n'a pas cessé d'avancer vers ses objectifs, soulignant être aux côtés de ses concitoyens dans tous les domaines. Le chef de l'État turc a ajouté, je cite, « Tout comme ceux des taux de change, nous supprimerons les effets négatifs de l'inflation aussi. Nous sommes déterminés à faire en sorte que notre peuple ne soit pas touché par les fluctuations des taux de change ou des hausses de prix exorbitantes. » Fin de citation.
Au Liban, après les violentes attaques lancées plus tôt cette semaine contre l'Arabie saoudite par le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le président Michel Aoun a réaffirmé la volonté du Liban à maintenir de bonnes relations avec Riyad, se démarquant des propos du leader du parti chiite pro-iranien. La violente charge de Hassan Nasrallah intervient alors que le gouvernement tente de résoudre la crise diplomatique qui a éclaté en octobre avec les pays du Golfe après des propos de l'ex-ministre de l'Information critiquant la guerre du Yémen. Et en raison de la hausse des prix du gaz dans un pays connu pour son hiver impitoyable et son froid glacial, le président du Kazakhstan a limogé mercredi soir son gouvernement en réponse aux manifestations qui ont agité une province riche en pétrole de ce pays d'Asie centrale. Mohamed Amin Aberkan. C'est des scènes inédites dans un pays riche en gaz. Le Kazakhstan est secoué depuis dimanche par un mouvement de protestation en raison de la hausse des prix de cette énergie très importante à la survie des populations dans une région où un froid glacial sévit. Dans un dernier rebondissement, le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev a accepté la démission du gouvernement dirigé par le premier ministre Askar Mamin. La veille, le chef d'État avait décrété l'état d'urgence à partir du 5 janvier, et ce jusqu'au 19 du mois en cours. Dans cette région pétrolifère de Manguisto et Almaty, la capitale économique dans le sud-ouest du pays, un couvre-feu a été instauré de 23h à 7h heure locale. Kassym-Jomart Tokayev a appelé les manifestants à s'armer de sagesse et ne pas verser dans la violence. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Le mouvement de colère a débuté dimanche après une hausse des prix du gaz naturel liquéfié dans la ville de Jannhausen, dans l'ouest de ce pays riche en ressources naturelles, avant de s'étendre dans la grande ville régionale d'Akto, sur les bords de la mer Caspienne. Cette manifestation dans un pays autoritaire où ce type de rassemblement est rare fait suite à un mouvement de colère que le gouvernement n'arrive toujours pas à contrôler. Le Kazakhstan, première économie d'Asie centrale habituée par le passé à des taux de croissance à 2 chiffres, souffre de la baisse des prix du pétrole et de la crise économique en Russie qui a mené à la dévaluation de la monnaie kazakh à une forte inflation. Et concernant l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, le ministère américain de la Justice a indiqué qu'un ancien militaire colombien a été inculpé hier aux États-Unis pour sa participation présumée à cet assassinat. Il encourt la réclusion à perpétuité. Pour rappel, le Premier ministre Ariel Henry avait dénoncé une tentative d'assassinat contre lui lors des célébrations de la fête nationale samedi dernier. Au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaidó revient jouer les troubles fêtes dans une scène politique marquée par l'instabilité. Il a été confirmé ce mardi au poste de président par intérim par l'Assemblée nationale, une assemblée sans réel pouvoir. Plus de détails avec Safouane Ben Sabri. Après une période marquée par une relative discrétion, Juan Guaidó a été confirmé au poste de président par intérim pour 1 an dans la nuit du lundi au mardi 4 janvier par l'Assemblée nationale, élu en 2015 mais ne bénéficiant pas d'un pouvoir effectif. Le gouvernement intérimaire mené par l'autoproclamé président par intérim contrôle plusieurs avoirs et biens vénézuéliens à l'étranger mais ne bénéficie d'aucun pouvoir dans son pays, dirigé de fait par Nicolás Maduro. En outre, après de nombreuses critiques sur leur gestion du pays, les opposants ont quelque peu réformé les attributions du gouvernement intérimaire en supprimant des postes et en promettant un meilleur contrôle des fonds. En février 2019, le procureur général vénézuélien avait dévoilé des photos sur lesquelles on pouvait identifier Juan Guaidó aux côtés de membres de groupes narcotrafiquants et paramilitaires colombiens. Le président autoproclamé s'était défendu en déclarant qu'il ne savait pas que ces individus étaient des membres de groupes d'un cartel de drogue. Pour rappel, en janvier 2021, l'Union européenne a cessé de reconnaître Guaidó comme président par intérim. La Colombie et les États-Unis continuent à être les seuls soutiens du président autoproclamé dans un pays en proie à des ingérences étrangères depuis 2015.
En Colombie, 23 personnes sont mortes dans des affrontements entre des membres de l'ELN, la dernière guérilla encore active dans le pays, et des dissidents de l'ex-guérilla des FARC. Des combats qui ont eu lieu dans plusieurs municipalités rurales dans le département de l'Arauca, frontalier du Venezuela. Économie, énergie, cette fois avec la réunion de l'OPEP+, qui s'est tenue hier. Une décision en est ressortie. Il s'agit d'une décision qui va dans le sens des dernières spéculations des observateurs du secteur. Les détails avec Khaled Mbatash. Une hausse de 400 000 barils par jour sera effective dès le mois de février. L'OPEP et ses alliés ont décidé d'augmenter la production de l'or noir sur fond de tendance haussière au niveau des cours. C'est ce qui est ressorti de la 24e réunion ministérielle de l'OPEP et l'OPEP+, qui s'est déroulée ce mardi et qui a connu la participation du ministre de l'Énergie et des Mines algérien, Mohamed Arqab. Une décision plutôt attendue par les observateurs qui ont parié sur une hausse de la production, car l'effet de la propagation du variant Omicron sur la demande reste relativement faible pour le moment. Cette réunion, nous avons examiné plusieurs rapports d'experts sur l'évolution du marché pétrolier international et aussi nous avons examiné l'impact surtout du Covid et du dernier variant Omicron sur l'approvisionnement et aussi surtout les activités des pays industrialisés. Par ailleurs et au titre de cette décision, l'Algérie portera son niveau de production durant le mois de février à 982 000 barils par jour, soit une hausse de 10 000 barils par jour. Donc, ce qui ressort de la réunion aujourd'hui aussi, nous avons noté avec satisfaction que le taux de conformité de l'ensemble des pays signataires de l'accord a atteint les 117%. Donc, c'est un taux très appréciable qui a permis aussi de prendre une décision par rapport à l'évolution du marché et surtout pour le mois de février, d'augmenter notre production, OPEP et non OPEP, de 400 000 barils par jour. Cette augmentation pour l'Algérie signifie 10 000 barils par jour, donc notre production va passer à 982 000 barils par jour pour le mois de février. Monsieur Arqab, qui a tout de même fait part d'un sentiment de prudence ayant prévalu sur la nature des discussions, a déclaré que les cartels resteront attentifs à l'évolution du marché et pourront de ce fait réagir à tout changement conjoncturel. Que les fondamentaux du marché sont corrects. Et nous allons continuer le monitoring pour pouvoir ajuster ou intervenir en cas échéant, mais beaucoup plus les contacts entre les pays OPEP et non OPEP et de rester vigilants par rapport à cette phase de propagation du virus. Ce mardi, les prix du brut repartaient à la hausse en prévision des décisions de cette réunion. À l'issue du conciliabule des pays producteurs et leurs partenaires, le baril de Brent de la mer du Nord a atteint les $80 à Londres, tandis qu'à New York, le baril de WTI était tout proche des $77. À noter que la prochaine réunion OPEP+, est prévue pour le 2 février prochain. On va parler sport, football, dernière ligne droite pour la sélection algérienne cet après-midi face au Ghana avant d'entamer l'aventure algérienne. À Doha, les hommes de Djamel Belmadi joueront une bonne équipe ghanéenne avec plusieurs objectifs: s'imposer lors de ce match amical et garder leur invincibilité. Un cycle de préparation perturbé par le variant Omicron et un premier match amical face à la Gambie annulé à quelques heures de son début, ce qui a perturbé tous les plans du sélectionneur national. Algérie-Ghana, c'est donc ce soir, cet après-midi plutôt, à 17h à Doha. Et on va s'intéresser à la sélection tunisienne qui entamera la Coupe d'Afrique des Nations le 12 janvier face au Mali qui reste l'un des favoris du tournoi. Les hommes de Moundir El Kbeir ont entamé hier leur dernière séance d'entraînement avant de se rendre au Cameroun. 3 ans après leur demi-finale en Égypte, les Aigles de Carthage tenteront de rééditer l'exploit, même si le défi à relever ne sera pas une simple sinécure. Lors de ce tournoi africain, le sélectionneur Moundir Kbeir a opté pour
pour un pur produit du football local. Il aura fort à faire pour prouver qu'il a la carrure suffisante pour porter l'équipe nationale sur ses épaules à lui seul après son échec en FIFA Arab Cup face à l'Algérie. Notre envoyé spécial au Cameroun, Karim Belarbi, en escale en Tunisie, a assisté à cette dernière séance d'entraînement et s'est rapproché de Elias Sriri, qui est revenu sur la présence de la sélection algérienne en Coupe d'Afrique. C'est une équipe qui a montré certaines certitudes sur les dernières saisons, avec de beaux résultats et un collectif très soudé. Sur ça, il faut les féliciter et bravo à l'équipe nationale algérienne. Maintenant, tout est à reprouver. Une nouvelle compétition commence. Qui de vous ne se souvient pas de ce petit accrochage en finale de FIFA Arab Cup entre le défenseur algérien Houssine Ben Yadda et le milieu de terrain tunisien Hannibal Mdjibri. Le sociétaire de Manchester United est revenu sur cette action qui, selon lui, ne méritait pas d'être médiatisée et que l'Algérie était plus qu'une nation de football à son sens. On l'écoute toujours au micro de notre envoyé spécial Karim Belarbi. Si c'est passé ce qui s'est passé sur le terrain, en dehors du terrain... Il est venu me voir, on a discuté, il s'est excusé, je me suis même excusé. Mais c'est un fait de jeu, les Algériens, c'est nos frères, j'ai de très bons amis algériens. Les Algériens, on sait ce qu'il y a entre les Algériens et la Tunisie. C'est une relation qu'on ne peut pas décrire. Donc il n'y a rien du tout. Maintenant, c'est du passé. Et, pourquoi pas se revoir à la CAN, Inch'Allah. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Zitouni plutôt. Je vous retrouve ce soir pour l'édition de 19h. D'ici là, passez une excellente journée sur Al 24 News.